Bonjour à tous. Merci d'être venus pendant votre phase de digestion, donc ça me fait très plaisir. J'espère que je vous endormirai pas. Et donc aujourd'hui, comme annoncé, je vais vous parler de Chaos Engineering appliqué au front-end. Avant ça, je vais me présenter. Donc Thibaut Courtoison, full stack développeur chez October, et je suis aussi enseignant et speaker de manière occasionnelle. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de kintsugi? Quelques personnes, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le kintsugi, il s'agit d'un art ancestral japonais de réparation de céramique et de porcelaine à l'aide de lacs saupoudrés d'or. En tant que philosophie, le kintsugi, ça traite de la casse et de la réparation des objets comme faisant partie de l'histoire de cet objet, plutôt que comme quelque chose à déguiser. Dans la période d'apparition du kintsugi, au XVe siècle au Japon, les collectionneurs adoraient tellement le rendu qu'ils cassaient eux-mêmes leurs objets pour obtenir cette réparation à lac d'or. Et au fil des années, le kintsugi, ça a évolué et ça s'est mêlé à l'art contemporain. On peut notamment citer les œuvres de Jan Voorman, qui utilise des Legos pour réparer des murs abîmés, mais aussi l'œuvre de Rachel Sussman, qui utilise de la laque d'or pour réparer le bitume. Ainsi, le kintsugi peut s'éloigner de son schéma original pour s'adapter à un nouveau support. Un nouveau support, et pourquoi pas, le web. Car posons-nous les questions. Est-ce que notre web app est parfaite, c'est-à-dire sans bug, sur Internet Explorer, toutes les tailles de responsive? Non. Non. Mais est-ce qu'elle a besoin d'être parfaite? Non. Ce que notre app a besoin d'être, c'est résiliente, de fonctionner quoi qu'il arrive. Elle peut être cassée et fonctionnelle, cassée et belle, telle une céramique réparée au kintsugi. Ça fait envie. Mais alors comment on va s'y prendre? Eh bien pour ça, on va faire du chaos engineering. Qui d'entre vous a déjà entendu parler du chaos engineering? Un petit peu plus, c'est bien, très intéressant. Le chaos engineering, ça a été inventé en 2011 par Netflix, et cette pratique fait le parallèle dans la science avec la théorie du chaos, qui est l'étude de l'évolution de l'entropie, c'est-à-dire du désordre, d'un système. Le but, c'est d'observer la réaction d'un système suite à la perturbation intentionnelle de ce système. En exemple, imaginons qu'on ait plusieurs serveurs et plusieurs clients qui se connectent à ce serveur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va intentionnellement faire crasher un serveur. Et on va regarder comment réagit l'infrastructure. Va-t-elle passer les requêtes vers l'autre serveur? Va-t-elle redémarrer un serveur? Va-t-elle envoyer le trafic vers cet autre serveur? Et tout ça, en combien de temps? Globalement, on pète des trucs et on regarde ce que ça donne, on analyse. Là où ça atteint le next level, c'est que donc, Netflix, ils font ça en production. C'est-à-dire qu'ils pètent leur infrastructure régulièrement, parfois plusieurs fois par jour, pour voir ce que ça donne et vérifier que tout fonctionne bien, que les mécanismes de réparation sont en place. Ça les a poussés à mettre en place des processus de backup et de restauration automatisés super évolués. Ils sont capables, en quelques secondes, de réparer des régions entières de leur infrastructure sans intervention humaine. Au niveau de qu'est-ce que ça apporte le chaos engineering? Plusieurs choses. Premièrement, ça va nous permettre de découvrir et d'identifier les défauts de nos infrastructures dans un environnement contrôlé. C'est-à-dire que nous-mêmes, on décide à une heure donnée, hop, on casse un serveur, on voit ce que ça donne, on analyse, on trouve donc des choses à améliorer. Et vu que c'est nous qui avons cassé notre serveur, on sait précisément d'où vient le défaut et comment le réparer. Donc ça nous permet d'être un environnement contrôlé. Deuxième chose, ça va nous permettre d'améliorer notre compréhension des interdépendances des composants de notre système. Ça, je vais te donner un exemple qui est arrivé il y a 2 semaines chez October. On a actuellement un serveur qui nous permet en fait de faire ce qui s'appelle de la GeoIP. C'est-à-dire qu'on envoie une adresse IP et il nous donne le pays et parfois la ville qui correspond à cette adresse IP. Donc c'est un serveur, voilà, il est un peu legacy, tout ça. Et il s'est avéré qu'il y a 2 semaines, il a arrêté de fonctionner. Bon, c'est pas très grave. Sauf que, une interdépendance, nos utilisateurs ne pouvaient plus se connecter à la plateforme.
Donc c'est assez grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite fonctionnalité qu'on avait laissée de manière synchrone, c'est que quand l'utilisateur se connecte, on récupère son adresse IP et on lui associe un pays et une ville de connexion. Donc ça peut être utile pour la sécurité, tout ça. Sauf que cette dépendance est synchrone, et si le serveur ne répondait pas, le login ne répondait pas, nos utilisateurs ne peuvent plus accéder à la plateforme. Donc ça nous a permis, de manière non contrôlée chaos, de découvrir une interdépendance dans nos systèmes. Ça va aussi nous permettre d'augmenter notre confiance dans nos systèmes. Est-ce que vous préférez être appelé un dimanche matin à 7 h du mat parce que votre système est down, ou est-ce que vous voulez vous-même mettre down votre système un mardi en début d'après-midi pour vous laisser la journée, la semaine pour analyser, réparer? Je pense que grâce au chaos engineering, vu qu'on le fait régulièrement, on a confiance en notre système pour se réparer tout seul, et donc on peut dormir sur nos deux oreilles le week-end. Et dernière chose, ça va aussi nous forcer à mettre en place des implémentations de Disaster Recovery Protocol. Parce que souvent, on va attendre que nos serveurs soient down pour se dire « Ah ouais, mais en fait, comment on fait déjà pour le réparer? Comment on fait pour backup les données, pour les remettre sur notre serveur de prod, etc. » Eh bien, vu qu'on casse nous-mêmes régulièrement notre infrastructure, on se force aussi à réparer régulièrement notre infrastructure. Bon, donc ça, c'est le chaos engineering de manière globale. Mais, comme on vous l'a expliqué au début, le chaos engineering, dans ce talk, on va vouloir l'appliquer au front-end. Et le souci, c'est que dans toutes les ressources qui existent sur le sujet du chaos engineering, que ce soit des talks, des livres, de la documentation, on ne parle jamais de front-end. Et pourtant, vous avez beau avoir une infrastructure ultra redondante avec du load balancing, plein de serveurs de cache et tout ça, si votre front-end est pété, vos utilisateurs auront une expérience négative. Alors que votre infrastructure elle est super belle, plein de load balancing, mais vos utilisateurs, ils s'en fichent. Si votre front-end est pété, pour eux, tout est pété. Et donc, ce que je vais vous montrer après, c'est expérimental. C'est-à-dire qu'il n'existe pas encore d'outils et de toolbox all-in-one qui permet de faire du chaos engineering en front-end. Ce que je vais vous montrer, c'est plutôt des expériences, comment on va faire pour essayer d'appliquer cette théorie. Pour ça, on va reprendre les bases du chaos engineering. Le chaos engineering, c'est une expérience qui se fait en 4 étapes. La première étape, steady state, état nominal. On va déjà définir quel est l'état nominal de notre système. Globalement, nos utilisateurs arrivent à se connecter à la plateforme. Nos utilisateurs arrivent à faire différentes actions. Dans le cas de Netflix, c'est les utilisateurs arrivent à regarder une vidéo. On va ensuite définir une hypothèse. L'hypothèse de continuité de notre système. C'est-à-dire qu'on veut que durant cette expérience de chaos engineering, l'état nominal continue de la même manière, que nos utilisateurs continuent à se connecter, continuent à faire des actions, continuent à regarder la vidéo. Troisième, perturbation. Et c'est là que souvent on pense chaos, c'est qu'on va intentionnellement ajouter des perturbations à notre système pour essayer de... des perturbations qui peuvent arriver dans le cas réel, un serveur qui crache, etc. Et enfin, on va comparer. C'est-à-dire qu'on va regarder est-ce que nos utilisateurs auront pu continuer à se connecter à notre application? Est-ce qu'ils auront pu continuer à faire les actions? Est-ce qu'ils auront pu continuer à regarder la vidéo? Pour les étapes 1, 2 et 4, globalement, c'est le chaos engineering, ça s'applique de la même manière en infrastructure et en front-end. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être la troisième étape, les perturbations. On va voir quelles perturbations on va pouvoir faire en front-end. Première perturbation qu'on va pouvoir trouver, les requêtes HTTP. Si on est sur un réseau 3G lent, si on est sur une Wi-Fi instable, si on a un CDN qui ne répond pas, on va avoir des soucis. Nos requêtes HTTP peuvent être très longues ou juste pas de réponse. Et là, je vais vous montrer un exemple de ce qui se fait chez GitHub. Imaginons, chez GitHub, donc là je suis sur Facebook, sur le repository React de GitHub, on va aller dans les networks, et donc là ils font énormément de requêtes. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'ils chargent leur JavaScript et leur CSS, hop, je vous mets le plus gros, ils chargent leur JavaScript et leur CSS depuis un autre serveur qui s'appelle githubassets.com. Que se passe-t-il si ce serveur ne répond plus?
beaucoup d'applications web de nos jours sont des single-page applications. C'est-à-dire que si le JavaScript ou le CSS ne charge pas, l'application, c'est une page blanche. Chez GitHub, on va voir comment ça fonctionne. Je vais sélectionner pour bloquer toutes les requêtes qui vont vers githubassets.com. Et je vais vouloir recharger ma page. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est l'exemple de ce qui se passe quand le CDN de GitHub ne fonctionne plus. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on peut continuer de se balader dans GitHub. On peut continuer d'aller donc dans les différents packages de Facebook. On peut continuer de voir même du code. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Hop. Il doit y avoir un fichier. Voilà. On va aller dans le scheduler. Ouais, bah ça doit être leur README. Donc tout ça pour dire que GitHub, ils ont pensé à ça. Ils ont pensé dans le cas, qu'est-ce qui se passe si leur CDN ne fonctionne pas? Eh bien, l'utilisateur peut quand même se balader sur le site internet. Et donc ça c'est une expérience de chaos qui permet de montrer que ça fonctionne bien chez eux. Par contre, leur CSS, bon, on peut faire mieux. Ce qu'ils pourraient faire, par exemple, c'est rajouter quelques centaines de lignes de CSS directement dans le HTML de leur page. Comme ça, si le CDN ne répond pas, c'est pas grave, on a un fallback. Comment on va faire donc pour perturber aussi dans nos applications? Donc là, j'ai utilisé les DevTools de Chrome. On va vouloir regarder comment faire aussi pour le faire encore plus en chaos. Bien pour ça, on va faire un proxy sur XHR et Fetch, qui sont deux API natives de JavaScript. Et on va manuellement ralentir ou même mettre en erreur des requêtes. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler un bout de code. On remplace la méthode originale, on rajoute un petit peu de math random, et on va dire qu'il y a une chance sur 2 pour qu'on ralentisse la requête, et une chance sur 100 pour que la requête, elle pète totalement. Vous rajoutez ça dans votre application, et vous allez pouvoir tester qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une requête qui ne fonctionne pas. Est-ce que votre application, elle réessaye 500 millisecondes plus tard? Est-ce qu'elle met des beaux messages d'erreur? Est-ce qu'elle propose à l'utilisateur d'autres manières de faire, etc. Donc ça, c'est la première zone de perturbation. La deuxième qu'on va pouvoir trouver, ça va être la localisation. Par exemple, sur des langages qui se lisent de droite à gauche. Est-ce que vos applications prennent ça en compte? Ou aussi les langages verbeux. Qu'est-ce qu'on appelle des langages verbeux? On a un beau bouton ici, Click Me. Il est beau, il est bleu, je crois qu'il vient de l'application Duolingo. Qu'est-ce qui se passe si cette fois-ci, ce bouton-là, on le met non plus en anglais, mais en roumain? Le bouton est cassé. Pourquoi? Parce que ce bouton-là, il a été prévu pour avoir une taille fixe. Bon, je crois que chez Duolingo, ils ont bien géré, mais c'était un exemple. Et si vos applications ne sont pas capables de gérer ça, vu que vous êtes développeur, vous travaillez soit en anglais, soit en français sur vos applications, c'est très bien, ça fonctionne bien. Mais dès que vous le mettez sur un autre langage que vous n'utilisez quasiment jamais, ça peut casser vos applications. Et donc, le chaos va pouvoir nous permettre, durant beaucoup plus tôt, de trouver les problèmes. Comment on va faire ça de manière induite, de manière intentionnelle? On va utiliser ce qui s'appelle la pseudo-localisation. La pseudo-localisation, c'est quelque chose qui a été inventé par quelqu'un qui a travaillé chez Spotify. C'est une manière qui va pouvoir créer une sorte de faux langage qui va rajouter des lettres, qui va rajouter des diacritiques. Donc les diacritiques, c'est les accents, les CCD, etc., qui peuvent se trouver dans beaucoup de langages. Et on va essayer de regarder, est-ce que ça casse notre interface? Par exemple, on peut voir ici qu'il y a ce qui s'appelle des cut-offs, par exemple sur le CD du S dans Currents. Donc là, ça montre que l'interface, alors qu'il y a la place, va couper les diacritiques. Et donc, dans certains langages, ça va avoir une interface dégradée. Et donc, on va pouvoir utiliser ce package-là de pseudo-localization pour tester nos applications et voir ce que ça donne quand on a des langages plus longs, tout en continuant d'utiliser notre langage, que ce soit l'anglais ou le français. Et on va tester ça, par exemple, sur le site du DevFest.
Pour ça, j'aurais pu télécharger le site du DevFest qui est en open source, mais j'avais la flemme. Donc, je vais utiliser une méthode plus simple. C'est je vais injecter directement dans le DOM le package. Pour ça, script, on va rajouter ça. SRC, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le package, je l'ai browserifié, je l'ai mis sur un site, sur un hébergement personnel, et comme ça, je vais pouvoir l'injecter facilement au site. Document.appendchild ici, et je finis. Donc maintenant que je viens d'injecter le code, j'ai accès à une variable globale qui s'appelle pseudo-localization. Elle a 3 méthodes. Celle qui vous intéresse, c'est start. Hop. Je vais mettre en plus grand ici. Et voilà ce qui se passe quand on ajoute de la pseudo-localization. On va voir maintenant que tout le texte de notre site va être avec cette pseudo-localization qui rajoute des lettres, qui rajoute des diacritics, et on va pouvoir regarder comment réagit notre site. On peut voir ici, par exemple, que le menu, globalement, ça réagit bien. C'est-à-dire qu'il a pris plus de place et il ne s'est pas mis par-dessus le logo. Si on descend un petit peu, on peut voir qu'il y a quelques soucis au niveau des speakers, au niveau des affichages. Mais globalement, ça reste pas trop mal. Donc voilà pour la pseudo-localization qui nous permet de gérer la localisation dans nos applications. Au niveau de la localisation, je me suis posé la question, donc on parle des langages verbeux, à quel point un langage peut être plus verbeux qu'un autre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans notre application chez October, notre application qui est donc en 6 langages, et j'ai voulu calculer le ratio de verbosité entre ces langages. Si on se base sur l'anglais, qui a un ratio de 1, on peut voir que le néerlandais a un ratio de 1,10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une phrase de 100 caractères en anglais, il faudra en moyenne 110 caractères pour exprimer la même chose en néerlandais. Pour l'Espagne, ça va être 12% de plus, italien 13% de plus, français 16%, allemand 19%. Donc ça veut dire que pour une phrase de 100 caractères en anglais, en moyenne, pour exprimer la même chose en allemand, il nous faudra 119 caractères. Et je me suis aussi posé la question, quel est le plus grand écart qu'on va pouvoir trouver dans notre application? Et je l'ai trouvé sur ID card en anglais. En néerlandais, ça va donner ID card. Je pense que c'est cet accent-là, je ne suis pas sûr. En espagnol, ça va être DNI. En italien, documento d'identità, qui déjà est 2 fois plus long que ID card et encore plus long que DNI. Ce qui veut dire que vous imaginez, un bouton qui aurait ce texte-là ne serait pas du tout la même taille dans ces 2 langages. En français, pièce d'identité, et en allemand, j'avoue, ça m'a permis de voir qu'on avait une erreur de traduction. Parce que, en fait, ce que ça doit dire, c'est quelque chose du style les pièces d'identité de tous les dirigeants qui possèdent au moins 25% de l'entreprise. Rien à voir. Donc j'ai regardé effectivement le deuxième plus grand écart, plus logique, et ça donnerait ça. Et pourtant, on voit quand même qu'il y a des écarts entre Cierre Interno en espagnol et Tu Sendische Finanzielle Overzichten en néerlandais. Donc, encore une fois, ça montre bien que la verbosité dans le langage peut vraiment changer la façon dont vos interfaces peuvent se présenter. Troisième zone, les timers. J'imagine que pour vous, 1 seconde, c'est égal à 1 seconde. Ça paraît logique. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il peut se passer quelque chose si dans vos applications, vous utilisez des timers qui fait qu'une action se déroule toutes les 500 millisecondes ou toutes les secondes. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre onglet de navigateur n'a pas le focus pendant un certain temps, votre navigateur peut décider de ralentir ces timers. Et donc, une action qui est censée s'exécuter toutes les secondes s'exécutera toutes les minutes. Et donc, si vos applications se basent sur le fait que, oui, toutes les secondes, il y aura cette action-là, eh bien, elle peut mal fonctionner. Et donc, comment on va faire pour manuellement perturber ça dans une expérience de chaos? On va faire à peu près la même chose que ce qu'on a fait sur Fetch et XHR. On va proxifier cette timeout et cet intervalle, et de manière aléatoire, on va rajouter moins 500 millisecondes, plus 500 millisecondes sur nos set timeout, cet intervalle.
Et donc, en faisant ça, eh bien, on va vérifier que notre application, même si le temps n'est pas précisément ce qu'on lui a demandé d'être, eh bien, elle réagira quand même de la bonne manière. Elle va avoir d'autres processus pour s'assurer que ça se resynchronise, qu'il y ait d'autres délais, etc. Encore une autre zone de perturbation, l'historique. Alors ça, pareil, dernièrement, il fallait que je remplisse un formulaire sur un site d'un service public, je crois que c'était l'URSSAF, je ne sais plus. J'ai passé une demi-heure à chercher toutes les informations pour le remplir dans un formulaire, et là, l'erreur, je suis revenu sur la page précédente. Et j'ai perdu mes 30 minutes. Je suis revenu sur le formulaire, il n'y avait plus rien. Et donc, ce qu'il faut penser, c'est que nos utilisateurs, eh bien, parfois, ils vont aller sur la page précédente, la page suivante, ils vont se balader dans l'historique de notre application web, et il faut que notre application soit capable de gérer ça. Chez October, on a un processus de plusieurs pages de formulaire pour lequel une entreprise peut faire une demande de prêt. Si l'utilisateur décide de revenir sur la page précédente, est-ce qu'on lui repose la même question? Ou est-ce qu'on sait qu'il a déjà répondu à la question, donc on le ramène sur la page précédente, etc. C'est plein de choses à vérifier et qu'on va pouvoir vérifier de manière manuelle. Cette fois-ci, chaos complet. Toutes les minutes, on va décider de « Ah, on va revenir sur la page précédente. Ah non, la page suivante. » Et donc, en faisant ça, on va avoir du chaos pour vérifier que notre application, où qu'on soit, eh bien, ça prend bien en compte le fait qu'on puisse revenir sur la page précédente ou suivante. Donc là, c'est très très chaos. D'autres petites zones, les clics. J'imagine que ça vous est déjà arrivé, peut-être même dans vos applications. Vous avez des formulaires. Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur va cliquer 2 fois sur le bouton Submit de manière très rapprochée? Est-ce que votre formulaire va s'envoyer 2 fois? Et si c'est le cas, est-ce que ça casse votre application? Ça peut être assez embêtant sur les applications, et parfois j'ai même vu une application, je ne sais plus où il y avait écrit un petit texte en dessous avec écrit « Appuyez bien une fois et faites attention ». Il y a moyen de faire mieux. Eh bien, au niveau du chaos, on va pouvoir, de manière intentionnelle, le créer avec ce petit bout de code qui est vraiment sympa. Ça va faire que tous les clics que votre utilisateur fait sur votre application, eh bien 100 millisecondes après, on va refaire le même clic au même endroit. Et ça veut dire que, où que votre utilisateur clique, on reproduit au même endroit le clic. Et donc, en faisant ça, on va forcément trouver des problèmes, parce que nos applications ne sont pas parfaites, comme je vous le rappelle, et donc ça va être très intéressant. Autre chose, l'accessibilité. Chaos, on va dire que notre application, maintenant, elle est en noir et blanche, en blanc et noir. Comment on va pouvoir tester ça? Une ligne de code. Filter, grayscale, 100%. Et devinez sur quel site on va tester ça? Le site du DevFest. Si on revient donc sur le site du DevFest, hop, petite manche carte ici, on va rentrer pour voir le DOM, et sur le HTML, on va rajouter donc notre ligne de code, filter, grayscale. Et notre application, maintenant, est en noir et blanc. Et on va pouvoir vérifier que ça ne pose pas de problème dans la fonctionnalité de notre application. On va vérifier que, par exemple, les couleurs qu'il y avait dans les badges des speakers n'étaient pas une couleur qui avait une importance sémantique. C'est-à-dire que, par exemple, ça aurait pu être la couleur qui indique le langage dans lequel le speaker va parler. Si c'était le cas, eh bien, mettre en noir et blanc nous aurait permis de trouver qu'il y a un problème d'accessibilité. Un petit dernier pour la route, les viewports. On parlait de responsive, est-ce que vos applications sont toutes responsives sur toutes les tailles de responsive? Eh bien, pour tester ça de manière chaos, on va forcer un viewport. Vous êtes sur ordinateur, c'est pas grave, on va vous mettre la version mobile. Et puis vous allez devoir développer sur cette version mobile. Là, peut-être que vous direz, j'aurais peut-être mieux dû faire le responsive. Donc voilà, ça c'était les différentes zones de perturbation. C'était une liste non exhaustive qu'on peut mettre en place pour faire du chaos engineering au front-end. Et je vous vois déjà vouloir tester ça de votre côté en mode on va tout péter. Mais avant de vous laisser, je vais vous demander d'écouter les paroles de Tisaya De Vries. Magic is organizing chaos. And while oceans of mystery remain, we have deduced that this requires 2 things. Balance and control.
Without them, chaos will kill you. Et comme le dit très bien Tissaia De Vries, de la série The Witcher que je vous recommande, la magie consiste à organiser le chaos. Et ça demande deux choses, balance et contrôle. Sans ça, le chaos vous tuera. Si on commence par le contrôle, il ne faut pas oublier que le chaos engineering, c'est une méthode d'expérimentation. Il faut mettre en place des délimitations de cette expérience sur un système donné et sur un temps donné, en respectant les 4 étapes: état nominal, hypothèse, perturbation, comparaison. Et enfin, balance. Il faut que le chaos soit suffisamment présent pour tester la résilience du système, mais pas trop présent, car il peut perturber les utilisateurs. Et on arrive là justement à ce qui, je pense, est la limite du chaos engineering appliqué au front-end. Dans les expériences de chaos engineering menées par Netflix, en production, les perturbations sont quasi invisibles aux utilisateurs, parce qu'ils peuvent casser leur serveur, un autre se remet en place, et ça ne se verra pas. Mais toutes les perturbations que je vous ai montrées plus tôt, les utilisateurs vont le voir. Et donc ça va lui amener une expérience dégradée. Et donc je pense que ça va être quasi impossible de mettre en place ce chaos engineering en production. Dans le meilleur des cas, je pense qu'on peut le mettre en place sur des environnements de test ou de staging. Mais vu que le chaos engineering appliqué au front-end, ça n'a jamais été fait, pourquoi ne pas être précurseur et voir ce qu'on peut en faire? Appliquons la philosophie du kintsugi. Traitons la casse et la réparation comme faisant partie de l'histoire de notre application, plutôt que comme quelque chose à déguiser. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Une question par là, oui. Est-ce qu'il y a des micros? Ils arrivent. Oui, merci. Tu as mentionné des exemples de fonctions proxy pour induire du chaos. Excuse-moi, je ne t'entends pas très bien. Je vais jouer sans le masque, ça va peut-être être mieux. Tu as montré des exemples de fonctions proxy pour induire du chaos. Par contre, est-ce que tu as des outils pour comparer derrière? Parce que la quatrième étape, c'est quand même de comparer. Et est-ce que tu n'as pas trop parlé de ces outils? Alors, je n'ai pas parlé de ça parce que, effectivement, c'est un sujet qui est très vaste. Le monitoring d'applications web, au final, si on revient sur les 4 étapes dont je vous ai parlé, avec hypothèse qui permet de définir l'état nominal, puis l'hypothèse, et ensuite la comparaison en dernier. Et effectivement, durant la définition de l'état nominal, comme je disais, un utilisateur arrive à se connecter, un utilisateur arrive à faire une action, arrive à regarder une vidéo. Ces choses-là, au final, elles dépendent plus ou moins de ce que vous avez déjà en place dans vos entreprises. C'est-à-dire que nous, chez October, on utilise, alors je ne sais plus quel logiciel c'est, mais c'est quelque chose qui nous permet de vérifier qu'il n'y a pas de requête qui arrive en 500 ou en 400 quand un utilisateur essaye de se loguer. S'il commence à y en avoir plus d'une dizaine par minute, on se dit « Ah, il y a peut-être un souci ». Donc ça, c'est des trucs de monitoring qui, au final, ce n'est pas forcément lié au chaos engineering parce qu'il y en a déjà en dehors du chaos engineering. Mais par contre, effectivement, il faut se baser sur ces outils-là pour vérifier et comparer, voir si vraiment il y a eu un impact avec ces expériences-là. Voilà. Une autre question? Ça veut dire que j'étais super clair. Une autre question là-bas. Attends, faut que tu prennes le micro. On l'entend dans la caméra. À la limite, en fait, pour répondre à sa question à lui, j'ai l'impression qu'en fait, une librairie de tests end-to-end tel qu'il existe côté front pourrait faire le job. Mais ma question, ça serait plus du coup à l'inverse. Pourquoi tous tes exemples, en fait, pour simuler du chaos, ne pas les avoir regroupés sous forme d'une librairie open source qu'on pourrait réutiliser justement pour dans des tests comme ça? C'est une bonne question. Eh bien, je me suis posé la même question et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce talk. C'est-à-dire que dans toutes les ressources, je voulais faire ce chaos engineering appliqué en front-end et il y a 0 ressources. Et du coup, ma question c'est, voilà, vu que c'est nouveau, c'est précurseur, pourquoi justement ne pas mettre en place ces outils? Et si tu as envie de te lancer à faire un super outil, tu peux le faire. Et je pense que c'est quelque chose qui mériterait à être fait, mais qui n'existe pas encore malheureusement. Et peut-être que ça vient du fait que le chaos engineering c'est nouveau, inventé en 2011 par Netflix, ça fait à peine 10 ans.
C'est, je pense, un champ qui aurait un grand mérite à évoluer, à exister, mais pour l'instant, voilà, c'est encore précurseur. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'ils sont trop timides. C'est ça. N'hésitez pas aussi, il y a un mur des feedbacks, je crois, qui est en dessous l'escalator. Il est un petit peu caché. Un petit peu caché, donc c'est pour ça que je vous le dis. N'hésitez pas à donner des feedbacks, c'est toujours utile. Et je attends. crois qu'il y a une question là-bas, yes. Ouais. Du coup, merci pour votre boulot. Et c'était surtout par rapport... moi, ça me fait penser un peu du test. C'est un peu comme si on faisait du test sous crack, quoi. On faisait n'importe quoi avec notre application pour voir comment on réagit. En gros, on pousse le test vraiment hors des limites applicatives qu'on va demander, le chaos engineering. C'est un peu lié à ça, effectivement. Mais la différence, c'est que le chaos engineering, on a justement cette notion d'expérimentation définie, délimitée. Mais globalement, oui, il y a d'autres noms qu'il y avait avant qui faisaient plus ou moins la même chose. On appuie partout, on clique partout et on voit ce que ça donne. Globalement, c'est un peu la philosophie du chaos engineering. Une autre question là-bas, je crois. Bonjour et merci pour le talk. Petite question, tu as parlé de requêtes HTTP qui vont faire échouer, etc. Tu n'as pas abordé le côté, si une partie d'une app ou d'un site va être indisponible, est-ce que le reste continuera à fonctionner? Typiquement, on pourrait avoir genre, le setup d'un des composants qui fait péter tout le reste. Est-ce que c'est des choses que tu as expérimenté un petit peu? C'est effectivement quelque chose que j'ai expérimenté quand j'ai écrit ce talk. J'ai expérimenté ça sur React. Avec React, donc, il y a justement une notion des erreurs qui est plutôt bien faite avec les erreurs Boundary, pour ceux qui connaissent. Et ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est que j'ai proxifié cette fois-ci les set state, les use state, pardon, les use callback, use effect, etc., pour que justement, ça soit eux qui fail de temps en temps. Et c'était assez intéressant à voir parce que justement c'était des parties d'application qui fail. J'en ai pas parlé là parce que j'étais vraiment en mode prototype et tout ça, mais c'est quelque chose qui est effectivement totalement réalisable en React. Pour les autres frameworks, j'ai pas testé, donc ce serait encore une fois des outils à créer, à mettre en place et à partager. Bonjour et merci pour cette présentation. Pour rejoindre la question de tout à l'heure, vu qu'il n'y a pas énormément de ressources, je voulais savoir, est-ce qu'il y a moyen de récupérer les sources de cette présentation quelque part? C'est une très bonne question. Si je ne me trompe pas, les vidéos de toutes les présentations du DevFest seront mises sur YouTube d'ici quelques temps. Ne te trompe pas. Voilà. D'ici quelques temps, je crois que ça fait en 2 semaines. Ouais, en gros, on en met entre 1 ou 2 semaines à les mettre. Voilà. Et sinon, eh bien, je serais ravi de partager mes slides sur Twitter. Vous pouvez trouver mon compte Twitter ici, petite auto-promo. Donc je les partagerai cet après-midi si tu veux les récupérer. Merci pour la présentation. Est-ce que c'est pas difficile de vendre ça à une entreprise? De dire vas-y, on pète tout, quoi? Eh bien, comme je le disais, est-ce que tu veux que tes collègues et toi-même soient réveillés le dimanche matin parce que votre application, votre front-end est pété et du coup vos utilisateurs n'arrivent pas à se connecter, ou est-ce que tu veux le faire durant ton temps de travail? À partir de là, c'est plus ou moins la même chose que la mise en place de tests dans une entreprise qui ne fait pas encore de tests. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a une meilleure stabilité applicative. Qui dit meilleure stabilité, c'est aussi pour les utilisateurs finaux. Donc, d'un point de vue financier, ça peut aussi intéresser l'entreprise. Mais après, voilà, ça se négocie comme pour pas mal de choses, quoi. Une autre question.
Après, je me pose la question au niveau des librairies, des moyens utilisés pour faire les tests sur le front. On pourrait aussi utiliser des plugins dans le navigateur, ceux par exemple qui coupent le JavaScript ou qui mettent en mode accessibilité pour voir pour les personnes malvoyantes ou autres, ainsi de suite, pour voir à quel niveau l'application ne fonctionne plus pour ces personnes-là qui sont équipées différemment. Bien sûr, il y a, comme je disais, c'est nouveau, il y a plein d'outils à mettre en place, à créer pour faire ce chaos engineering, avec effectivement des systèmes donnés, enfin dans un temps donné, sur un système donné, et analyser justement comment réagit notre application, non pas dans l'état nominal comme on développe 95% du temps, mais dans un état cassé. Une autre question. Bonjour, merci. J'avais juste une question. Je ne connaissais pas du tout le principe du chaos engineering. Et du coup, je me posais la question, est-ce que ça rentre dans le scope pour toi du test classique, unitaire ou d'intégration, ou est-ce que, limite, ça serait autre chose? Ça ne rentrerait pas, par exemple, dans une stratégie de test, mais plus du coup dans une stratégie de chaos engineering. Vraiment, on se dit, on casse tout, et les autres, ils s'occupent de tester le fonctionnement normal, mais nous, on casse tout, et puis on voit comment ça marche. Effectivement, à mon avis, c'est pas du test automatisé. C'est vraiment, encore une fois, le côté expérience. J'avais lu un article très intéressant d'une personne qui travaillait chez Netflix et qui disait que beaucoup de leur expérience s'arrête à l'étape 1, sur les 4 étapes dont je vous ai parlé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on définit l'état nominal, on doit définir qu'est-ce qu'on veut casser, à quel endroit, pourquoi. Et en réfléchissant déjà qu'est-ce qu'on va casser, on peut déjà se dire « Ah ouais, mais attends, si on casse ça, ça va faire ça ». Et parfois même, avant même d'entamer l'étape de chaos engineering, on réfléchit à des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de réfléchir, c'est-à-dire notre application ne fonctionne pas à certains endroits, et donc ça permet d'avoir déjà des enseignements. Et justement, comme je le répète, le chaos engineering, c'est une expérimentation pour avoir des enseignements. Ce n'est pas une méthode de test automatisée pour avoir tout le temps un coverage de 100%, avoir toujours des tics verts, etc. C'est vraiment une méthode d'enseignement, de compréhension de nos systèmes. Donc pour moi, c'est un peu à part. Après, chez Netflix, vu que ils font ça, voilà, ils ont des équipes entières qui gèrent ça, c'est vrai qu'ils font du chaos engineering de manière automatisée, mais bon, c'est un peu différent et je pense que c'est du high level avant qu'on arrive à faire ça. Bon. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Deux, un. Ok. Super. Je vous remercie encore une fois d'être venu.